tous, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral, que vous commencez à vous mettre dans le truc de l'hiver, ouais, parce qu'il commence un peu à faire froid. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais faire Marseille et après je ferai Europe. Ouais, des fois je fais des petits écarts comme ça, ouais, je sais, c'est perturbant, mais bon. Donc, bah écoutez, nous, à Marseille, ça va, il y a eu la méchante pluie. Ceux qui sont sur mon TikTok, vous verrez, j'ai mis la vidéo des éclairs, parce qu'en fait, on avait les éclairs juste au-dessus de la maison. Et franchement, je vous avoue qu'on aurait dit qu'on était sous les bombes. Je vous jure, j'ai jamais entendu une bombe, hein. Enfin, ouais, peut-être une fois là où j'habitais, parce que il y a le truc de Corse qui a fait exploser la poste. Je suis toujours au bon endroit, moi. Non, non, vraiment, c'est hallucinant, quoi. La puissance, vraiment, c'est un truc de fou. Donc, on va partir aujourd'hui sur, on va dire, du général. Et après, on va aller de plus en plus sur des trucs dégueulasses. Enfin, dégueulasses. Et on finira par, du coup, vous avez vu, on n'en parle plus, hein, de l'attaque au couteau. Bon, ça y est, on est passé à autre chose. En fait, non, il y a une suite. Eh oui, il y a une suite. Alors, je l'ai gardé pour la fin. C'est paradoxal. Ouais, non, c'est ironique, paradoxal, je sais plus. Donc, on va commencer par de l'immobilier. AD Magazine, une nouvelle tour spectaculaire de 99 mètres s'élève à Marseille. M99, la nouvelle tour de Marseille, est signée par l'architecte Jean-Baptiste Pietri. Cette tour de 99 mètres de hauteur promet de devenir l'une des icônes de la skyline marseillaise. Dotée d'une façade faite à 45% de verre, 30 étages, aux lignes blanches, je vous mettrai la photo. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. M99, pourquoi tu appelles un immeuble M99? Vas-y, déjà, tu vois, il y a un problème. Alors, un hôtel 4 étoiles. Un jardin doté d'arbres de haute tige. Oui, alors, si ça fait comme le bateau, en face, on a le conseil départemental, et en face, je vous mettrai la photo sur Google, on a une espèce d'immeuble qui fait le virage, quoi, vous voyez. Soi-disant, il devait planter des méchants arbres, enfin, c'était magnifique sur la photo, hein. Et en fait, tu as 3 pins. Ouais, ça c'est dit. Le chien qui n'a pas de cerveau. Des fois, le bug. Des fois, elle reste pendant des minutes comme ça et elle bouge pas. Elle est vraiment très chelou, ma chienne. Une utilisation hybride pensée pour dynamiser le quartier et attirer autant les habitants que les visiteurs. Sur 17 étages de cette tour déjà spectaculaire, 102 habitations sont attendues allant de surface de 30 mètres carrés. Ah oui, c'est petit. Oui, non, c'est petit. C'est quoi, une T2? Ouais, une T2. Allez, peut-être un studio. Parce que du coup, à plus de 200 mètres carrés, ces logements dont 35% ont déjà trouvé... Ah d'accord, c'est pas beaucoup. Arboreront des prix allant de 267 000 euros, donc pour le 30 mètres carrés, et 2 077 000 euros. Je sais pas qui c'est qui va acheter un appartement de 2,77 millions à 2 pas de National. Il n'y a que des clandos là-bas. Mais c'est-à-dire que là, vous voyez, je vais vous mettre la photo. Donc là, vous voyez, vous vous dites, c'est magnifique. Par contre, derrière, c'est dégueulasse. Voilà. Ah oui, je t'ai dit, devant, la façade. Devant, magnifique, derrière, dégueulasse. Et ouais, c'est ça le problème. La Provence. Non, je l'ai pris parce que c'est une malédiction après les intempéries, le quartier marseillais de l'Estaque dans la boue. Et en plus, je vais vous dire, la boue, elle doit pas être top. Depuis l'incendie de juillet, les Estaquais tiennent le compte des catastrophes qui ne cessent de s'abattre. Alors déjà, eux, ils ont la pollution. Des bateaux. Ils ont la pollution parce qu'avant, à l'Estaque, il y avait toutes les usines. C'est un peu comme du côté des gouttes, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai un article sur ça, justement, qu'ils sont obligés de nettoyer parce que, justement, la terre, elle est imprégnée de métaux lourds. D'ailleurs, c'est déconseillé d'aller chercher le romarin, le thé, machin et tout, dans les calanques parce qu'ils sont pleins de mercure, de plomb, c'est magnifique. Et donc, là, l'Estaque, c'est pareil. Alors, les coulées d'eau chargées de sable, de terre et de gravats ont dépassé les 30 cm. Alors, je vais te dire, s'ils sont aussi pressés pour aller enlever la boue de là que pour faire le nettoyage des rues, je vais te dire, t'en as pour un moment. Le mirage vert du projet d'avenir du grand port maritime de Marseille. Marsactu. La mission régionale de l'autorité environnementale, instance indépendante qui analyse les impacts écologiques. Ouais, je vais vous le faire à la Marseillaise. Grand projet à regarder de près le plan d'avenir stratégique du port maritime de Marseille, qui est dirigé par Castaner. Eh ouais. Ces conclusions vont à l'encontre du discours vert mis en place par le port. Eh ouais. Devenir un port vert au service d'une économie bleue. Une belle palette. Ah ouais, non, c'est sûr.
dans le titre. Car y regarder de plus près, le projet peine à atteindre la couleur verte annoncée. Organisme indépendant chargé de l'évaluation, poète a passé au peigne fin le grand dossier du port de Marseille et ses conclusions dans le domaine tirent sûrement la sonnette d'alarme. Oui, non, parce que j'ai pas la suite. Donc là, ils nous ont dit, ouais, on va faire un port vert pour l'eau bleue et les nuages blancs. Et donc, du coup, ça va nous coûter tant. Et en fait, il n'y a pas eu. Il n'y a rien. On a encore foutu de l'argent en l'air. Enfin, pas en l'air parce que du coup, ça a dû aller quand même sur des côtes, mais en l'air pour nous. Allez, on continue. Bon, ça, je pense que vous en avez entendu parler. Marseille, Benoît Payan annonce un jumelage avec la ville de Bethléem. Le Figaro. Vous me direz si ça vous plaît quand je fais Marseille, que je fais mon petit accent. Alors que le jumelage entre Marseille et la ville israélienne d'Haïfa est critiqué par une partie locale de la gauche, le maire de la cité phocéenne a annoncé l'ouverture d'un partenariat avec la célèbre ville en Cisjordanie. Et oui, on sépare bien, en Cisjordanie, vous voyez, on ne dit pas en Cisjordanie. Voilà, ville de naissance de Jésus et important lieu de pèlerinage situé en Cisjordanie, Bethléem est déjà jumelé avec plusieurs villes françaises comme Chartres ou plus récemment Montpellier. Et ouais, non, mais là, on va nous casser les bonbons parce que c'est nous. Marseille dit haut et fort au peuple palestinien, vous n'êtes pas seul. Eh ouais, pourtant aussi. Marseille est une ville de dialogue, de diversité, de vivre ensemble. Non, c'est vrai que franchement, on s'entend bien. Non, non, c'est vrai, franchement, on s'entend bien. Eh ben voilà, on a fait Haïfa, maintenant on fait Bethléem. Voilà, on fait un peu des deux. Martine Vassal, il voit au contraire un coup de communication d'ampleur. Ah ouais, mais toi, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Ah ouais, parce que tu es poursuivi par la justice. Ah ouais, non, mais je t'explique. Eh ouais, non, j'ai décidé un peu de me lâcher. Ouais, non, ça va, ça me fout, vous me connaissez maintenant. Hein, je veux dire, pour projeter le drapeau palestinien sur le fronton de l'hôtel de ville, c'est très bien, mon chéri. Au moins, il n'est pas payé à rien faire. Ah ouais, non, mais... Newsline.fr. Ce pilote défie toutes les règles. Les autorités dénoncent le Marseillais volant lancé à 300 km/h au-dessus des villes. À l'aube d'une révolution technologique, Frankie Zapata dévoile sa voiture volante, promettant de transformer radicalement les transports personnels avec une vitesse de pointe de 300 km/h. Mais t'imagines? Non, non, au-dessus des villes. Le tranquille, c'est la voiture. Non, non, lol, la blague. Il faut pas que tu te prennes un gabiat, tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais, non, mais lol. Alors, j'ai pas compris, parce que je me suis dit, attends, 300 km/h, et c'est un peu rapide, tu vois. Alors, surtout une voiture, enfin, je veux dire, à part si elle est à 10 km de haut, je veux dire, si elle, c'est genre, tu vois, un cinquième élément ou un truc comme ça va être compliqué, 300 km/h quand même, c'est un peu vite, tu vois. Francky, tu te prends la mouette, tu te prends la perruche, tu te prends... Ah ouais, non, mais tu te prends tout, en fait. Les sacs plastiques, ah oui, quand il y a du Mistral. L'innovation repose sur des turbines à gaz offrant une puissance et une autonomie supérieures au modèle électrique. Cette technologie pourrait transformer les transports urbains et interurbains, réduisant le temps de trajet. Ah oui, non, mais c'est sûr. Alors attends, nous, on est en bas, 50 km/h, et toi, tu vas être en haut avec ta voiture volante à 300 km/h. Non, c'est pas possible. Les défis restent nombreux, notamment en matière de réglementation et d'intégration dans l'espace. Ah oui, c'est surtout ça. Non, parce que si en bas, il y a des feux rouges en haut, tu fais comment? Tu mets des feux rouges comment? Des stops, des balises, tu vois? Tu mets des petits dirigeables, je sais pas. Ouais, son impact environnemental, ça me bat un peu les bonbons parce que du coup, peut-être qu'ils vont nous tomber des voitures sur la tronche. Ce véhicule capable de relier Marseille à Montpellier en seulement 30 minutes. Ah oui, c'est sûr. Il va falloir qu'il ait une bonne pare-brise, je te le dis. Eh bien justement, quand je vous disais tout à l'heure pour les calanques, France Bleu, on n'a pas le droit à l'erreur. Ce chantier à Marseille va transformer les calanques. Les travaux pour limiter la pollution aux métaux lourds dans les calanques entrent dans le vif du sujet. Les aménagements vont changer pendant près de 2 ans le paysage de la Pointe Rouge sud de Marseille. Eh ouais, les goudes, on va se jeter aux goudes. Alors, attendu depuis des décennies, les travaux sur la pollution des calanques ont démarré officiellement le 1er septembre dernier. Alors, j'ai pas compris ce qu'ils veulent faire. Hein. Alors, les travaux s'annoncent colossaux. La première phase, qui doit durer jusqu'à mars 2026, concerne des scories, les amas couleur cuivre remplis notamment de plomb et d'arsenic visibles
Allez, nu. Ah bon, oui, attends. Tu peux même les ramasser, les ramener chez toi. Mais ne parlez pas de dépollution. Cela n'en est pas une dans le sens où l'on ne peut pas retirer directement le plomb et l'arsenic de ces métaux. Ok, j'ai pas compris. Les seules solutions qui existent sont soit le retrait pour amener les polluants dans des installations dédiées à ces déchets, à Beaucaire, soit le confinement sur place. Et comment sur place? C'est que de la roche. C'est des calanques, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les ingénieurs entendent un enfermement des scories de manière à étouffer. Oui, non, mais d'accord. Le tout en recouvrant le sol, par exemple, de végétaux. Ah, c'est juste un exemple. C'est pas sûr. 14 millions d'euros. Non, moi, j'aimerais bien savoir comment il enlève le truc. Non, vraiment, non, vraiment, des fois, on a un problème. France Info, 30 millions d'euros blanchis, dont 2,4 millions en liquide et 55 lingots d'or. Eh ouais, saisis. Eh ouais, ils ont pas la crypto, hein. Eux, c'est des lingots d'or. Eh ouais, ils sont pas collés, les mecs. Ah, ma foi, ils savent dans quoi investir, où placer leur argent. Ils ont écouté de la marche. Plus de 30 millions d'euros auraient transité entre la France et l'Italie en moins d'1 an. Eh ouais, c'est tentaculaire. Cette structure, organisation criminelle basée en Lombardie. Ok, cette structure, pilotée par des individus kosovars et moyen-orientaux, aurait mis en place un système sophistiqué de blanchiment d'argent. Alors, centraliser en Italie d'importantes sommes en liquide, à les convertir en or, puis à les exporter vers le Kosovo et la Turquie. Oh bah écoute, le transport des fonds, collectés principalement à Marseille, mais aussi à Lyon, Paris et en Italie, était assuré par des équipes syriennes et maghrébines. Ah ouais, non mais je suis dit, c'est international. Celles-ci utilisaient des véhicules équipés de caches extrêmement élaborés. En 10 mois, plus de 30 millions d'euros auraient ainsi circulé. Comment tu peux savoir combien a circulé puisque tu les as pas pris? On continue. Le Monde, à Marseille, dans le quartier Belzunce, une guerre de territoire contre le deal et ses dégâts. Ah oui, non, parce que maintenant, ils se démerdent seuls. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire, maintenant, ils se démerdent seuls. Voilà. Médiatisé par le parcours criminel d'un homme abattu par la police le 2 septembre, la situation sanitaire et sécuritaire de ce quartier du centre de Marseille est dénoncée par les habitants et les structures sociales. Ah bah oui. Des enfants qui jouent au foot, dansent ou s'initient à la boxe sur un ring flambant neuf. Parents de nombre de mamans voilées qui papotent. Oui, c'est bien de le souligner. Non, c'est bien de le souligner. On s'en fout. Tu mettais donc un nombre de mamans qui papotent. On s'en fout qu'elles soient voilées ou pas, en fait. Et des élus municipaux qui naviguent entre les groupes ravis de pouvoir enfin fêter l'ouverture d'un équipement promis depuis 2010. Ah oui, c'est bien, 2025. Ah bon, ça va, on est dans les temps. Assis à l'ombre en attendant les discours, Mohamed Douichen, 38 ans, et son épouse Nora, 34 ans, ont eux aussi débarqué à Belzunce à leur arrivée à Marseille. Donc tu te dis, bah, c'est le moment qu'ils sont là, tu vois. C'était il y a 1 an. Ils venaient d'Oran pour faire soigner leur fils. Non, c'est bien. C'est bien de vouloir monter les gens les uns contre les autres, tu vois, voilà. Ben, écoute, ils y arrivent, hein. Bouches-du-Rhône. Alors, celle-là m'a fait rire. Non, celle-là, je l'ai prise parce qu'après la Dizzy Mafia, là, on a ça, franchement, ça m'a fait mourir de rire. Je dis, what the fuck? Comment? Le Figaro, Bouches-du-Rhône. Cette personne est jugée pour un vaste trafic de palourdes. Alors, il y a une espèce de bruit de ventilateur. Je ne sais pas ce que c'est d'aspirateur. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ça commence vraiment à me prendre la tête. Alors, cette personne était jugée ce mardi devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour avoir pêché illégalement plus de 24 tonnes de palourdes. Ouais. Dans l'étang de Berre. Bon, après, je vais te dire franchement, non. Alors, voilà. Pourquoi aussi j'hésite à manger des coquillages, vous voyez. C'est que franchement, revendre des palourdes de l'étang de Berre, franchement, tu mets en danger la vie des gens. Moi, j'aurais plus porté plainte pour ça, pour mise en danger de la vie d'autrui. Tu vois, parce que franchement, l'étang de Berre, quoi, tu vois ce que je veux te dire? Pollution à l'E. Ces pêcheurs amateurs qui ne bénéficient donc d'aucune licence professionnelle ont récolté et revendu pendant plusieurs mois des centaines de kilos de palourdes à la société Capone, dépassant largement la limite quotidienne de 2 kilos fixés. Ok, ils ont également ponctuellement pêché en dehors des périodes autorisées. Ok, qui a été interdite à cause d'une pollution de l'E. Et voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Mise en danger de la vie d'autrui. Bon, ben je plains ceux qui mangent les palourdes. Hein. C'est là aussi rigolote. Non, parce que je préfère au mieux terminer par des trucs rigolos avant de tomber sur le truc paradoxal. Vous voyez? Marseille. Des Comoriens ont égorgé un mouton dans un parc public. Bah oui. Européen. Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a?
Oui, c'est normal ici, hein. Une scène sidérante dans un parc public des quartiers nord. Ah ben, c'était où? Alors, les faits se sont déroulés fin août. La bête a été tuée par 3 hommes aux yeux de tous. Ah bah oui, sur la maison. Ils sont venus avec leurs moutons vivants. Ben ouais, puisqu'ils l'ont égorgé. Ils l'ont égorgé devant tout le monde. Alors, avec les cris que ça peut générer, autant de l'animal que des gens qui étaient horrifiés de voir ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on fait dans les abattoirs. En fait, il n'y a rien de plus, rien de moins. Tu vois, aujourd'hui, j'imagine le poulet. Bon, le poulet, on l'a suspendu par les pieds, puis après, il est passé à une espèce de scie, tu vois, qui tourne. Et en fait, il passe et on lui coupe la tête. Voilà. Et ensuite, ils l'ont éviscéré, ils l'ont découpé. Ben ouais. Ben, ma foi, ils l'ont vidé devant tout le monde, et ouais, c'est un acte qu'on ne peut pas comprendre. Et si, on peut le comprendre. Et ils ont appliqué leur tradition. Venez comme vous êtes, hein, voilà. Dans ce parc, les barbecues sauvages sont fréquents, et ouais. Un homme comorien a pu être interpellé, mais pour le maire du secteur, Marion Bareil, qui alerte, un cap est franchi, il faut savoir que ce parc est ouvert nuit et jour. Ben ouais, ben ferme-le. Il se passe énormément de problématiques, que ce soit effectivement tout type de fêtes qui peuvent être organisées ou encore des dépôts sauvages. On a aussi des seringues, même le... Ouais, il y a tout quoi. Tout type de trafic aussi. Ah ouais, c'est ça. Non, ils sont bien les parcs de Marseille. L'élu demande à ce que les parcs des quartiers nord puissent être fermés la nuit. Je vous jure qu'ils le font esprit. Je vous jure qu'ils doivent le faire esprit. Alors là, on va partir sur du moins rigolo quand même. Et on va sauter du mouton au vieux. BFM TV, locaux indignes, dysfonctionnement, maltraitance. Un EHPAD fermé par les autorités dans les Bouches-du-Rhône. L'EHPAD Clos Saint-Martin. Voilà, si vous avez du monde. Ah voilà, vous savez qu'il a été maltraité. Des manquements graves et dangereux. Ah bah oui, tiens, il va nous sortir encore des trucs de fous furieux. Locaux indignes et dangereux, de la maltraitance institutionnelle, à savoir soins non ou mal effectués, abandon des résidents avec des risques de fugue ou de décès. Et ouais. Moi je sais que je le ferai pas, hein, comme ça les vieux là, parce que bon, tu fais les enfants, tu fais autre chose et j'essaierai. Mais je me dis là pour les vieux, donc moi je sais que je le ferai pas, parce que j'ai pas spécialement d'empathie, vous voyez, pour les vieux. Donc je me dis que bon, de toute façon, s'ils sont seuls dans une maison de retraite, bon d'accord, ok, il y a des enfants qui sont dégueulasses, il n'y a pas de souci, mais il y a surtout des parents qui sont dégueulasses. Bon, la personne, si elle est seule et qu'il n'y a personne qui vient la voir, c'est que peut-être, bon, elle a dû faire quelque chose. Après, je suis pas là pour juger, mais bon, vous voyez, ça me... Voilà. Puis j'ai pas envie de voir des vieux, de vivre avec des vieux, c'est bon, moi je vis avec des jeunes, je vis pas avec des vieux. Et je me dis, mais ces gens comme ça qui travaillent, tu vois, je me dis, comment tu fais? Parce que moi, demain, j'aime pas le faire. Mais si je dois le faire, je veux le faire bien, tu vois, mon travail. C'est des gens quand même, tu vois, même que je les aime pas spécialement, c'est quand même des humains, c'est quand même des gens, tu vois, je vais pas lui faire la misère. Tu vois, le vieux, à part s'il me prend la tête toutes les 15 secondes, parce qu'il a perdu la tête, mais si le vieux, il vient, il me dit, ouais, j'ai soif, je pourrais avoir à boire et tout, bien sûr, je t'amène à boire, je te fais boire, tu sais pas boire, tu vois, voilà, parce que tu peux pas. Et je me dis, comment ils font les gens comme ça? En vérité, c'est des psychopathes, en vérité. Quand on te dit, ouais, mais tu comprends, on ne pouvait pas dénoncer parce que... Parce que quoi? J'ai toujours dit, que ce soit pour les enfants ou pour les vieux, bon, moi, c'est les enfants. Bon, après... Ok, les vieux aussi. C'est des êtres faibles. Enfin, ça dépend lesquels. Moi, demi, je vois, par exemple, je dois m'occuper des secteurs. Je vois que dans un secteur, c'est pas fait. Je lui dis à la femme, je dis, pourquoi tu n'as pas fait le secteur? Si elle me dit, ouais, mais ça te regarde pas et tout, je lui dis, ah, mais c'est pas une question que ça me regarde pas. C'est une question que c'est des êtres humains, ça pourrait être ta mère ou ton père. Alors d'accord, moi, mon père, ma mère, je leur parle pas. Ok, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas leur faire du mal, tu vois. Ma mère, je l'aimais pas, mais j'y ai pas fait du mal. Tu vois ce que je veux te dire? Elle a eu besoin, j'étais là, puis je lui dire, bon, alors qu'elle, pas spécialement. C'était pas inversement proportionnel, tu vois. Mais voilà, parce que c'est comme ça, c'est ma mère. Et je veux dire, c'est une vieille, tu vois ce que je veux te dire? Bon, allez, on retourne sur de la mafia. Ouais. La Provence, à Marseille, l'ancrage historique de la 'Ndrangheta, la puissante mafia italienne. Et ouais. Ah, vraiment, on est dans la merde, nous, ouais, vraiment. Présente depuis plus de 70 ans à Marseille, dans le sud de la France. Ah, et dans le sud de la France. Ça va, j'ai pas vu le et. L'organisation criminelle a consolidé son empire bâti sur le narcotrafic blanchi dans des activités légales. Eh oui, ben, la mafia, quoi. J'ai bien qu'elle vous expliquer le truc, mais bon, c'est la mafia, quoi. Fait, je veux dire. Ah, je vais vous faire l'historique. Oh, alors attendez. Ah, je vais vous le faire à la fin, ça. Allez, on revient. Prendre le pouvoir sur le territoire. Dans les Bouches-du-Rhône, les bandes criminelles harcèlent de nouveau les commerçants. Le Figaro. Requête tentative d'extorsion menace le département
département est confronté à une véritable recrudescence d'actes malveillants, essentiellement perpétrés par des gangs marseillais qui cherchent à étendre leur emprise sur le secteur. Ben, je vais te dire, je sais pas qu'est-ce qu'il faut, Retailleau, hein. Un harcèlement si violent qu'il a poussé Franck G à fuir loin des frontières françaises. Ah oui, voilà, voilà. Sommet de payer une rançon à de dangereux racketteurs avant d'être menacé à l'arme à feu devant son propre domicile. Ce patron d'épicerie basé à Martigues a été contraint de prendre le large en plein été, pas suffisant pour échapper au courroux de ses maîtres chanteurs revenus en août menacer l'un de ses employés et lui passer un coup de fil en guise de dernier avertissement. Ah ouais, c'est bien, c'est bien, non, c'est bien. Cette recrudescence est réelle et date du début de l'année, Retailleau. Allez, on avance, je suis un peu en retard. Mediapart, perquisition à la métropole Aix-Marseille-Provence et au département. Des perquisitions ont eu lieu au siège du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Deux institutions présidées par Martine Vassal, le domicile de son ancien directeur des affaires internationales, ah oui, celui qui avait fait le tweet avec ses 4 millions de fautes, a également reçu la visite des enquêteurs. Et il y en a eu sur TikTok, il m'a laissé, je sais plus sur quoi, c'était plus sur, comme quoi c'était ça, l'une de mes vidéos. Et en fait, il me marque, oui, vivement, il faut, genre, vive Martine Vassal, il faut aller voter pour elle, enfin, elle va être largement élue et tout. J'ai marqué LOL, c'est une blague ou quoi? Elle est poursuivie par la justice. Elle est visée par des enquêtes pour détournement de fonds publics. Je vous jure, les gens me fatiguent. Alors, on va finir sur la mafia de 'Ndrangheta. Et là, je vais vous parler du truc, parce que non, c'est rigolo. Sur l'attaque au couteau. Marianne attaque à Marseille après la mort de l'assaillant. Sa famille et ses avocats montent au créneau dans la presse tunisienne. L'homme accusé d'avoir blessé 5 personnes, une Tunisienne de 35 ans, a été abattu par les forces de l'ordre. Le lendemain, la Tunisie a qualifié de meurtre injustifié la mort de son ressortissant et le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué avoir convoqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France à Tunis. C'est tout de fou. Logiquement, il y a des tasers. Tu n'es pas obligé de tirer. Non, parce qu'en plus, si ça va pas viser les mecs. Donc, tu n'es pas obligé de lui tirer dessus. Tu peux le taser, le mec. Tu vois ce que je veux te dire? Mais non, eux ils tirent. Un meurtre injustifié attend de la partie française de toute la rigueur et la célérité nécessaires dans l'enquête. Ben, l'enquête elle est vite faite, hein. C'était fou, il est sorti, il a poignardé plein de monde, et les condés sont arrivés, ils lui ont tiré dessus. Puis je veux dire, bon, la famille de l'accusé et ses avocats ainsi que la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Ouais, c'est sûr. Remettre en cause la version française et dénonce, d'accord. Alors le mec il s'appelait Abdelkader Dibi. Alors la victime, un citoyen tunisien, se trouvait dans un état de grande agitation. Ah oui. C'est-à-dire surtout il agitait un couteau après avoir subi une agression sévère. La police française avait le devoir de le protéger. Ben, c'est-à-dire le protéger, mais bon il a armé le mec. Au lieu de le laisser exposer à un danger mortel. Et ouais non mais c'était lui le danger mortel en fait. Je vous jure, diplomatiquement, cette affaire pourrait tendre davantage les relations bilatérales. Non, non, mais c'est vraiment... Ses proches affirment qu'il n'avait aucun lien avec le terrorisme. Non, mais on n'a pas dit ça, hein. Il n'était pas radicalisé. Ben ouais, mais on n'a pas dit ça, hein. Selon eux, il se serait retrouvé au cœur d'un conflit local avec un clan algérien après son expulsion d'un logement. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'après, il est parti avec un couteau et il a poignardé tous les gens qui croisaient. Voilà, en fait, le truc, c'est ça. Tu vois, le noyau. Tu vois, du truc. Ses proches accusent les forces de l'ordre françaises de l'avoir abattu volontairement. Et ouais, ils ont pas, non, non. Oh, on n'a pas fait esprit. Eh non, bien sûr qu'on l'a abattu volontairement. Estimant que la police aurait pu le maîtriser autrement. Ah oui, non, mais nous, tu sais, c'est compliqué. Non, c'est pas une bavure policière. Non, c'est pas une bavure policière. Là, le mec, il était armé d'un couteau, il plantait tout le monde. Putain, la France, elle est engagée dans les principes fondamentaux des droits humains. Non, je pense pas, là, tu te trompes. Là, c'est un autre univers. Et là, un meurtre injustifié. Eh ouais. Ah, c'est pareil. Ah, c'est Marianne. Non, c'est Marianne. Ah non, c'est West France. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Là, c'est Dibi, mais il n'y a pas de H. Il n'apparaissait pas radicalisé, mais souffrant de troubles psychiatriques. Ben ouais. Pour sa violence et ses problèmes d'addiction à la fois à la cocaïne et à l'alcool, c'est ça. Et oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas compris que ces gens, quand ils arrivent ici, que ce soit lui, d'autres, ça te fout. Enfin, je parle d'une certaine partie de la population. Attention, faut pas tout mélanger. En fait, ils se retrouvent à la rue. Et ils se retrouvent sans ressources, et ils tombent dans des addictions, alors que dans leur pays, c'est pas possible. Tu vois, l'alcool et la cocaïne, en Tunisie, c'est pas possible. Et ici, ils sont tentés par des trucs, et en fait, ça leur fait vriller le cerveau. Je sais pas pourquoi. Mais tous, hein.
tous, hein. Enfin, tous ceux qui sont, je veux dire, addicts. Et en fait, vous vous dites, ouais, ils sont tous fous. Ouais, mais ils sont fous parce qu'en fait, ils sont drogués. Et pourquoi ils sont drogués? Parce qu'ils arrivent ici, c'est aux antipodes de leur vie de là-bas. Et donc, du coup, ils se retrouvent mêlés à des trucs de fous. Et en fait, leur cerveau, ils n'arrivent pas à gérer. Parce qu'eux, ils sont pas habitués à ça. Ils sont habitués au café, tu vois, ils sont habitués au soleil, au sable. Ils sont pas habitués à la coke et à l'alcool et, tu vois, à tout ça, et on va finir par ça. À Marseille, l'ancrage historique de la 'Ndrangheta, la puissante mafia italienne. La Provence. Présente depuis plus de 70 ans à Marseille, dans le sud de la France, l'organisation criminelle a consolidé son empire bâti sur le narcotrafic blanchi dans des activités légales. Ok. Né au 19e siècle en Calabre, la région la plus pauvre d'Italie, la 'Ndrangheta, est longtemps restée dans l'ombre de ses grandes sœurs avant de devenir, pour Interpol, une organisation criminelle hautement sophistiquée et la seule mafia italienne présente sur tous les continents. Pour ça, je vous dis qu'on ne pourra pas s'en sortir. Parce que c'est eux qu'il faut faire tomber, vous voyez? Et les gouvernements, il ne faudrait jamais tomber ça. C'est pas possible. Ils sont pas assez costauds. Et au plus il y a de la pauvreté, au plus il y a des minous qui sont dans les rues, au plus il n'y a pas de travail, au plus les mecs ils tombent là-dedans. Dans les mafias, les trucs de deal et tout, parce que vous voulez comment? Moi, comme j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, vous avez la chance, vous m'avez. J'ai dit, m'imagine, vous m'aurez pas. J'ai dit, là, vous feriez quoi? Moi, c'est moi qui assume tout, hein. Ma fille, elle fait ses études. Et là, mon fils, depuis le mois de janvier, il n'est pas payé, il n'a aucun revenu. Donc, c'est moi, avec mon RSA, qui assume tout, en fait. Tout ce qui peut exister, c'est, bon, il a un peu de sous de côté pour payer ses factures, mais je veux dire, la bouffe et tout, c'est tout moi qui assume, tu vois. Selon une étude italienne de Demoscopica, la société criminelle calabraise pèse autant que la Deutsche Bank et McDonald's réunis. Vous voyez? Soit 53 milliards d'euros en 2013. Non, pourquoi tu me mets une truc de 2013? Depuis 12 ans, tu n'as pas fait de... Bon, alors, depuis 2013, c'était 3,5% du PIB italien. Donc, on se doute que maintenant, ça doit être 10-15%. Hein? La 'Ndrangheta est partout, tissant sa toile dès les années 50 par le biais de la diaspora italienne. À Marseille, l'expansion de son influence passe par le narcotrafic, dont les revenus ont donné à l'organisation criminelle toute sa puissance économique. Ah, tu vois, c'est grâce à nous. Les rapports entre Marseille et la 'Ndrangheta sont historiques, confirme ancien chef de la mafia calabraise, repenti. Mon grand-père était extrêmement proche de la criminalité marseillaise, notamment à l'époque de la contrebande du tabac. Et j'avais moi-même un référent à Nice. On s'appuyait sur des personnes qui habitaient ici pour de la drogue, mais aussi des armes, des cartes clonées pour les téléphones. 300 clans familiaux, 60 000 membres. Oh, ben écoute, rappelle l'opération Carthage, réalisée en 2018, une opération qui avait levé le voile sur des millions d'euros de revenus générés par l'importation de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud via le port de Marseille. Sur la côte d'Azur, les frères Magnoli ont été condamnés pour trafic de cocaïne pour des peines allant jusqu'à 13 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Dans l'Hexagone, comme partout dans le monde, la 'Ndrangheta développe également ses activités criminelles de blanchiment, d'extorsion, mais aussi de corruption, solidement ancrées dans une structure et des règles claniques, composées de 300 clans familiaux et 60 000 membres selon les autorités. Elle puise également sa force dans sa capacité à s'adapter aux règles des sociétés où elle s'implante. À sa tête, il n'y a pas des pareils, mais un criminé, sorte de conseil d'administration composé de mafieux. Eh ouais, ils sont pas cons. Selon le procureur, c'est une sorte de holding moderne qui travaille en toute autonomie. Bah ouais. Mario Draghi, elle est la force dominante absolue du monde criminel. Ah ouais. En janvier 2023, pourtant, l'épée de la justice a durement frappé la 'Ndrangheta, condamnant 207 de ses membres lors d'un procès. Ah 300, moins de 207. Procès historique. 2150 années de prison avaient alors été prononcées. Alors attends, 2150 divisé par 207. Ça fait 10 ans de prison pour chacun. Bon, comptant peut-être qu'il y en a qui ont eu 20 ans. Non, non, j'aime bien. Ouah, tu te dis putain de 10 ans de prison, quoi, Max. Non, non, mais lol, la blague. Ah ben voilà. On finit sur une bonne note, hein, comme quoi, hein. Ça sert à rien d'espérer une solution parce qu'il y en a pas, hein. À part si vraiment on se mettrait trop de pays à dos et il y a personne qui aurait les bonbons pour faire ça, quoi. Hein. Tu te rends compte si demain tu dis, bon, écoute, toi, le Maroc, ton shit, tu te le gardes. Toi,
l'Amérique du Sud aussi, tous les condés, pompiers, gendarmes, militaires, je ne sais rien, qui sont corrompus, vous dégagez, l'administration pareil, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Tu es malade ou quoi? Comment tu veux faire un truc comme ça? Tu peux pas le faire en fait. C'est impossible. Les médecins, et tu vois, tous des trucs condamnés là pour les trucs pervers sexuels, pédos, machin et tout. Tout ça là, tous ces centres qui sont ces centres de santé là qui sont pris. Vous voyez, tous ceux qui ont quelque chose, tu les mets dehors. Tu dis moi je veux plus de tout ça. Voilà, tu viens, ton CV doit être nickel chrome en fait. Que ce soit dans les EHPAD comme là, que ce soit de partout. Ben, vous verrez, il n'y a plus personne. C'est malade ou quoi? Comment tu veux faire? Tu peux pas faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est mort. Voilà, non, il faut avoir espoir. Espoir qu'on va s'en sortir. Enfin, personnellement, voilà, on va s'en sortir. On va tenir le coup. Donc j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura informé. D'ici à la prochaine vidéo Europe, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.